Imaginez un lieu où le temps semble s'écouler différemment, loin des gratte-ciel, du bruit incessant des voitures et des notifications constantes de nos téléphones. Imaginez un endroit où la nature est encore reine, où les traditions anciennes persistent, non pas comme un vestige du passé, mais comme une manière d'être et de vivre. Lunana, un petit village isolé au cœur de l'Himalaya bhoutanais, est un tel endroit. Dans ce film, l'école au bout du monde, ou à l'international Lunana Oyak in the Classroom, nous sommes invités à faire plus qu'un simple voyage physique, nous sommes invités à faire un voyage introspectif, un retour à l'essentiel, à ce qui compte vraiment dans la vie. C'est une réflexion profonde sur le bonheur, notre rapport à la modernité et sur les liens invisibles qui nous unissent les uns aux autres et à la nature. L'école du bout du monde est une œuvre singulière, non seulement en raison de son contexte géographique et culturel, mais aussi à cause de la manière dont elle parvient à capturer quelque chose d'universel. Ce film, réalisé par Pao Choning Dorji, est né dans un pays qui n'a quasiment pas d'industrie cinématographique, le Bhoutan. Un petit royaume, situé entre la Chine et l'Inde, le Bhoutan est souvent perçu comme mystérieux, exotique, un lieu où les anciennes traditions bouddhistes se mêlent à une politique moderne unique, celle du bonheur national brut. Alors que la majorité des nations du monde mesurent leur succès en termes économiques en se basant sur le fameux PIB, le produit intérieur brut, le Bhoutan a choisi une voie différente. Ici, le bonheur de la population est au centre même de l'agenda politique. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement ? Comment ce petit pays a-t-il transformé cette philosophie en un mode de vie ? Et comment ce film, à travers l'histoire simple d'un jeune enseignant, parvint-il à nous plonger au cœur de cette question fondamentale ? Avant d'entrer dans l'histoire d'Ougyen et de son voyage à Lunana, il est essentiel de comprendre le contexte unique du Bhoutan, un pays à la croisée de la modernité et de la tradition. Le Bhoutan est souvent considéré comme l'un des derniers royaumes himalayens encore ancrés dans une philosophie profondément spirituelle. Depuis des siècles, le bouddhisme a façonné la culture, les coutumes et même les paysages du pays. Les monastères perchés au sommet des montagnes ne sont pas seulement des lieux de culte, ils sont des symboles de la manière dont les Bhoutanais voient le monde. Pour eux, la nature n'est pas une ressource à exploiter, mais une entité vivante à respecter et à honorer. Chaque montagne, chaque rivière, chaque arbre est perçu comme sacré. Et cette vision du monde se reflète dans la vie quotidienne des habitants. Ce respect pour la nature est profondément ancré dans la spiritualité bouddhiste qui voit l'interconnexion entre tous les êtres vivants. Le Bhoutan, tout en étant un royaume traditionnel, est également un pays qui a dû s'adapter à la modernité. La capitale Thimphu est un mélange unique de constructions modernes et de bâtiments traditionnels. Mais contrairement à la plupart des autres pays qui ont embrassé la mondialisation à bras ouverts, le Bhoutan avance prudemment sur le chemin de la modernité. Le gouvernement a instauré des politiques pour préserver l'environnement, pour limiter le tourisme et surtout pour faire en sorte que la culture et les traditions du pays ne soient pas englouties par l'urbanisation et la technologie. C'est justement dans ce cadre que le bonheur national brut a été développé. Une politique qui privilégie le bien-être des citoyens au lieu de se concentrer sur uniquement la croissance économique. C'est ce qui rend le Bhoutan si unique et c'est cette même philosophie qui transparaît à travers chaque image de ce film, L'école du bout du monde. Dans ce cadre culturel et philosophique assez unique, Lunana apparaît comme un village encore plus éloigné du monde moderne. Situé à 5000 mètres d'altitude, Lunana est l'un des villages les plus reculés du Bhoutan, si ce n'est même du monde. Ici, pas d'électricité, pas de routes goudronnées, pas de technologie moderne, la vie y est rythmée par les saisons, par les cycles de la nature et par les besoins fondamentaux de la communauté. Les habitants vivent essentiellement du bétail, notamment des yaks, et des récoltes modestes qu'ils peuvent tirer de cette terre assez difficile. Et pourtant, malgré cette rudesse, Lunana incarne une forme de tranquillité, une paix intérieure que beaucoup de citadins du monde envieraient. Mais cette vie simple et en apparence idyllique cache aussi des défis quotidiens. Pour ceux habitués au confort moderne, vivre aujourd'hui à Lunana pourrait sembler insupportable. Et c'est précisément ce que ressent notre personnage Ougyen lorsqu'il est assigné à ce village pour y enseigner. Dès les toutes premières secondes du film, nous sommes confrontés à un contraste saisissant. Nous voyons Saldon, une villageoise de Lunana, chantant sur une colline, son visage tourné vers la vallée. Sa voix résonne dans le silence des montagnes, se mêlant au bruit doux de la nature. C'est une scène d'une sérénité presque irréelle. Puis d'un coup, le film nous transporte à Thimphu, la capitale animée du Bhoutan, où Ougyen est encore dans son lit, se faisant réprimander par sa grand-mère. Ce contraste initial entre les deux personnages pose immédiatement le cadre du conflit interne d'Ougyen. D'un côté, une vie moderne, urbaine, rapide, centrée sur l'individualité, de l'autre, une vie simple, ancrée dans la nature et les traditions.
Ugyen est un jeune homme dont le cœur aspire à autre chose. Il rêve d'ailleurs. Et cet ailleurs, pour lui, est incarné par l'Australie. Ce pays lointain, aux antipodes de la vie qu'il connaît, représente pour lui une promesse de liberté, d'expression artistique et de réussite. Il veut devenir chanteur. Ce rêve est le symbole de la modernité tel qu'Uguien l'aperçoit. Une promesse de succès individuel, un idéal de réalisation de soi basé sur une reconnaissance extérieure. Ugyen ne cherche pas seulement à accomplir quelque chose, il cherche à fuir une vie qu'il considère comme monotone, une vie ancrée dans les obligations familiales et sociétales. La musique, dans ce cas, devient une métaphore de la liberté, mais aussi une forme d'isolement. Il la vit de manière solitaire, en s'enfermant dans son propre monde, en coupant tout contact avec ceux qui l'entourent. C'est cette déconnexion qui le définit complètement au début du film. Il est déconnecté de sa culture, de sa communauté et de ses responsabilités. Son casque audio devient un rempart contre la réalité et symbolise sa fuite constante vers un certain individualisme. Il est à la fois un accessoire d'ordre technologique, mais surtout un symbole de son refus de se connecter à ce qui l'entoure. Ugyen ne veut tout simplement pas faire face aux attentes de sa grand-mère et de sa communauté. Et pourtant, malgré ses rêves d'évasion, Ugyen est rattrapé par la réalité. Il doit bien terminer sa dernière année de service obligatoire. Ce n'est pas un choix, mais bel et bien une obligation. Et cette obligation, il la vit comme une prison, une contrainte qui l'empêche de réaliser ses ambitions personnelles. Lorsqu'il apprend qu'il doit enseigner à Ludana, l'un des villages les plus reculés du Bhoutan, sa réaction est immédiate, il refuse. Comment pourrait-il abandonner son rêve de musique pour s'enfoncer encore plus dans une vie qu'il considère comme déjà étouffante et sans issue? Ugyen est ce qu'on pourrait appeler un héros réticent, un personnage qui est forcé de suivre un chemin qu'il n'a pas choisi et qui au départ résiste totalement à cette voie. Mais ce refus initial est essentiel à son évolution. En rejetant d'abord cette mission, Ugyen nous montre à quel point il est encore prisonnier de ses propres illusions sur ce qu'est la liberté et le bonheur. Son refus d'enseigner à Lunana n'est pas simplement un rejet de l'endroit, mais un rejet de ce que représente la mission elle-même. Le service, le don de soi, l'acceptation d'un rôle qui ne correspond pas du tout à ses rêves personnels. Il veut être le maître de son propre destin, et non pas maître d'école. Il ne veut pas se soumettre aux attentes des autres. Mais ce qui est fascinant, c'est que cette réticence à servir devient le moteur de sa transformation. En étant forcé d'accepter cette mission, Ugyen sera amené à questionner ses valeurs, à confronter ses idées préconçues sur ce qu'est la réussite et enfin à redéfinir ce qu'il attend vraiment de la vie. Lorsque Ugyen exprime à ses amis et à sa petite amie qu'il doit partir à Lunana, nous ressentons une profonde lassitude chez lui. Il est complètement désabusé, presque cynique. Ugyen incarne le dilemme de beaucoup de jeunes adultes dans le monde moderne. Dans un environnement où la réussite personnelle et le rêve individuel sont toujours glorifiés, les obligations sociales peuvent sembler oppressantes, voire parfois même injustes. Ce rejet des responsabilités, cette quête constante de liberté, peut mener, comme on le voit, à une forme d'isolement. Il préfère la compagnie de ses rêves solitaires, incarnés par son casque audio, sa guitare, plutôt que d'affronter les réalités complexes de la vie en société. Mais cette attitude, aussi compréhensible soit-elle de nos jours, est également source de souffrance. En fuyant ses obligations, Ugyen se prive aussi de l'opportunité de découvrir ce que le service aux autres peut lui apporter. Et c'est cette leçon-là que Lunana nous propose d'explorer. Comment la réticence à servir peut en fin de compte devenir une voie vers la réconciliation avec soi-même. Dans la plupart des récits de transformation personnelle, de voyage initiatique, le voyage physique joue un rôle essentiel. Il ne s'agit pas simplement de se déplacer d'un point A à un point B, le voyage devient un rite de passage, un processus au cours duquel le personnage doit se confronter à ses peurs, à ses doutes, à ses illusions, ou tout au moins il doit les reconnaître. Pour Ugyen, le voyage qui le mène de Thimphu, la capitale du Bhoutan, jusqu'au village reculé de Lunana est bien plus qu'une simple traversée géographique. C'est le symbole d'une quête intérieure, un cheminement vers une nouvelle compréhension de lui-même et du monde. Chaque étape de ce voyage, chaque rencontre, chaque paysage va devenir une petite leçon, une ouverture vers une réalité qu'Uguien ignorait ou refusait d'accepter. Alors quand il quitte la ville pour Lunana, cette ville capitale de Bhoutan devient un point de comparaison constant. Uguien rêve de quelque chose de plus, mais c'est précisément en s'éloignant de cette modernité qu'il va découvrir des vérités plus profondes. Ce départ marque son début de transformation. Ce n'est pas seulement une rupture physique avec la ville même, c'est aussi une rupture psychologique avec l'idée que la modernité, la technologie sont les seuls et uniques moyens d'atteindre la liberté. Le trajet vers Lunana n'est pas facile du tout. Après avoir quitté Thimphu en bus, Ugyen doit continuer à pied, accompagné de Michen, son guide. Chaque kilomètre parcouru le plonge un peu plus dans l'immensité de la nature, dans le silence des montagnes et dans une réalité à laquelle il n'est pas préparé. Le chemin vers Lunana est un véritable rite de passage. Dans les mythologies et les récits d'initiation, les personnages sont souvent amenés à quitter leur environnement familier pour affronter des épreuves dans des territoires inconnus. C'est exactement ce qui se passe ici.
Ugyen, habitué à la vie confortable de la ville, doit désormais affronter la dure réalité du terrain montagneux, le froid et l'isolement. Mais ces épreuves physiques sont aussi des épreuves mentales. Le voyage devient une confrontation avec lui-même. Il ne peut bientôt plus se cacher derrière son téléphone ou son casque audio. Ici, dans ces montagnes immenses et silencieuses, il est seul face à ses pensées, face à ses peurs. Le rôle de Michen, le guide qui accompagne Ugyen, est fondamental dans cette phase du voyage. Michen est un personnage fascinant, non seulement parce qu'il est profondément ancré dans les traditions bhoutanaises, mais aussi parce qu'il incarne une forme de sagesse pratique, une harmonie avec la nature que Ugyen est encore incapable de comprendre. Alors qu'il est constamment connecté à son téléphone, essayant de capter le moindre signal, Michen marche en chantant des chansons traditionnelles, observant la nature, respectant les esprits des montagnes. Il est en paix avec lui-même et avec son environnement, une paix que Ugyen ne peut tout simplement pas encore percevoir. En somme, il est un mentor spirituel, une figure de transition entre la modernité et la tradition. Là où Ugyen voit des montagnes comme un obstacle, Michen les voit comme des êtres vivants, des protecteurs. La scène où ils doivent rendre hommage aux esprits des montagnes avant de traverser un col est un moment clé. Ugyen, impatient et irrité par ces rituels qu'il considère comme inutiles, montre son dédain pour les traditions. Mais pour Michen, c'est une question de respect, de survie spirituelle. Il sait que dans ces montagnes, il faut plus que de la force physique pour survivre. Il faut une acceptation humble de la nature et de ses mystères. Michen est là pour enseigner cette leçon à Ugyen, même si ce dernier ne le réalise pas encore. En avançant à travers les montagnes, Ugyen commence à ressentir le poids de la nature qui l'entoure. Les montagnes imposantes, les forêts denses et le silence qui règne tout autour de lui deviennent presque oppressants. Il ne peut plus s'échapper à travers sa musique, car la batterie de son téléphone s'épuise rapidement, et cela fait très longtemps qu'il n'y a plus de réseau. Ce silence forcé l'oblige à affronter la réalité brute de la nature, mais aussi de sa propre solitude. Il n'y a plus d'échappatoire, il doit affronter ce silence, et ce silence lui parle. Il va peu à peu commencer à comprendre, petit à petit, qu'il y a une sagesse dans cette nature. Une force tranquille qui lui demande de ralentir, de ressentir, de s'ouvrir à quelque chose de plus grand que lui. Alors qu'Uguien et Michen se rapprochent de Lunana, le terrain devient de plus en plus difficile. Le froid mordant, la fatigue accumulée et les blessures dues à la marche sur des sentiers escarpés commencent à sérieusement peser sur Uguien. À plusieurs reprises, il se plaint de ses pieds endoloris, de ses chaussures inadéquates et du manque de confort. Mais ce qui est frappant ici, c'est que Michen, bien qu'il soit plus âgé et moins équipé, semble lui sans difficulté. Ugyen se rend alors compte que ce n'est pas seulement une question de condition physique, c'est une question d'état d'esprit. Michen, en harmonie avec la nature, avance avec légèreté, tandis qu'Uguien, alourdi par ses résistances intérieures, peine à chaque pas. Uguien, en marchant vers le Nana, ne se rapproche pas seulement d'un village, il se rapproche d'une version plus authentique de lui-même. Chaque pas le dépouille un peu plus de ses illusions sur ce que signifie être libre. Après des jours de marche éreintante, Uguien et Michen atteignent enfin Lunana. Les villageois, ayant marché 2 heures pour accueillir leur nouvel enseignant, lui réservent un petit accueil simple, mais empreint de chaleur et de respect. Leur simplicité et leur gratitude frappent fort. Dans ce village où l'éducation est un espoir rare, l'arrivée de l'enseignant n'est pas un simple événement administratif, elle représente un véritable espoir d'avenir. Obsédé par son désir de retourner à Thimphu, Uguien ne perçoit absolument pas la portée de ce qu'il peut apporter à ces gens. Pour lui, cet endroit semble encore plus éloigné de ses aspirations et de ses rêves. Il est complètement prisonnier de son désir de fuite, incapable de comprendre que Lunana pourrait bien être le lieu de sa propre renaissance. L'arrivée à Lunana marque un moment absolument charnière dans l'évolution d'Uguien. Ce village, à première vue si loin de ce qu'il considère comme une vie réussie, devient bientôt le cadre de sa transformation intérieure. Sa résistance initiale face à ce monde si différent de ses attentes est la force motrice de sa métamorphose. Le spectateur comprend alors peu à peu que Lunana n'est pas seulement un lieu isolé dans les montagnes, mais un espace où les vérités profondes, souvent étouffées par le bruit et l'agitation de la modernité, peuvent enfin se révéler. Un peu plus tard dans le récit, le chef du village lui offre du thé, symbole d'hospitalité, et lui parle de l'importance de l'éducation pour leur communauté. Il lui explique que dans ce village reculé, où les enfants grandissent en gardant des yaks ou en ramassant des cordyceps pour survivre, l'enseignement représente bien plus qu'une simple transmission de connaissances. Il est une promesse, un espoir d'avenir. Pour les villageois de Lunana, Uguien n'est pas seulement un enseignant, il est perçu comme le gardien du futur de leurs enfants, le seul lien tangible entre ce monde isolé et un avenir différent. Ce moment d'accueil est essentiel pour établir le contraste entre les attentes des villageois et les réticences d'Uguien. Pour les habitants, l'arrivée d'un enseignant est un événement absolument majeur. Les mots du chef du village révèlent la manière dont l'éducation est perçue dans cette communauté. Elle n'est pas seulement un moyen de former de futurs citoyens, mais elle est un acte de survie culturelle et sociale. Pour les enfants du village, apprendre à lire, écrire et comprendre le monde extérieur représente une fenêtre vers des possibilités que leurs parents n'ont tout simplement jamais eues. Mais pour Uguien, encore enfermé dans son propre désespoir, cette responsabilité lui semble complètement écrasante. Il ne voit pas encore l'importance de son rôle.
Cette scène d'accueil, simple mais riche en symboles, établit le cadre émotionnel de la relation entre Yugen et le village. Un contraste entre l'espoir des uns et le refus des autres. Un fossé que le film va progressivement combler. Yugen découvre bientôt l'école dans laquelle il va enseigner. C'est une petite pièce rudimentaire et poussiéreuse. Il n'y a pas de tableau, pas de livre. À sa seule disposition, une malle remplie de matériel pédagogique de base. Cette découverte renforce le sentiment d'isolement et d'abandon qu'Yugen ressent déjà. La salle de classe vide est un symbole vraiment très puissant dans ce film. Elle représente l'état d'esprit d'Yugen à ce moment précis de l'histoire. Il est comme cette salle, désespérément vide. Vide de sens, dépourvu de direction. Il est physiquement bel et bien présent à Lunana, mais son esprit est toujours ailleurs, perdu dans ses rêves de musique et de liberté. Mais tout comme cette pièce a le potentiel d'être remplie par les rires, les apprentissages et la vie des enfants, Yugen a lui aussi le potentiel de se remplir de nouvelles expériences, de nouvelles émotions et d'un nouveau sens de l'accomplissement. Le parallèle entre l'espace vide de la classe et l'état psychologique d'Yugen est une manière subtile pour le film de nous montrer que le véritable travail d'Yugen à Lunana ne sera pas seulement d'enseigner, mais aussi de se redécouvrir lui-même à travers cet acte d'enseignement. Très rapidement, il fait la rencontre de la déléguée de classe Pemzam, une élève absolument brillante et pleine de vie, qui incarne l'espoir et la curiosité des enfants de Lunana. Pemzam, jouée d'ailleurs par une véritable petite villageoise de Lunana, avec son sourire éclatant et son enthousiasme naturel, est le cœur même de la classe. Elle est la première à briser la glace avec Yugen, à lui montrer qu'il est plus qu'un simple enseignant pour ses enfants. Pour eux, il est un modèle, mais il est surtout une source de nouvelles perspectives. Pemzam devient une sorte de catalyseur pour Yugen, une personne qui, sans le savoir, lui montre que sa mission à Lunana n'est pas seulement un devoir, mais une opportunité de véritablement changer des vies. Son interaction avec Yugen est toujours pleine de tendresse, et elle parvient par son innocence et sa joie de vivre à éveiller chez lui un intérêt qu'il avait perdu. En la regardant, Yugen commence à réaliser que ses enfants, malgré leur pauvreté matérielle, ont une richesse intérieure incommensurable. Pemzam est donc le symbole de cet espoir silencieux, de cette force vitale qui refuse de s'éteindre, même dans les coins les plus reculés du monde. Les enfants de Lunana ne sont pas bien nombreux, mais chacun d'eux porte en lui un rêve, une aspiration, souvent simple mais profondément enracinée dans leur désir d'échapper à la vie difficile de gardien de yak. L'un des moments les plus touchants du film est lorsque Yugen demande à ses élèves ce qu'ils aimeraient devenir plus tard. L'un d'entre eux, un garçon au regard sérieux, répond « Je veux être maître parce qu'un maître peut toucher l'avenir ». Cette réponse pleine de sagesse et de maturité frappe Yugen de plein fouet. Mais leur situation reflète aussi une réalité plus dure, celle des communautés isolées du monde moderne, où les opportunités sont très rares et où l'accès à l'éducation est une véritable chance, souvent perçue comme un luxe. Yugen, en entendant les aspirations de ses enfants, commence à apercevoir l'immense responsabilité qui pèse sur lui. Il n'est peut-être pas seulement un enseignant, mais un mentor, une figure centrale dans la construction de leurs rêves. Ces enfants, avec leur sincérité et leur simplicité, montrent à Yugen que parfois, la plus grande forme de réussite ne réside pas dans l'accomplissement de ses propres ambitions, mais dans l'aide apportée à autrui pour réaliser les leurs. Lunana est un lieu qui incarne la résilience humaine, la capacité des gens à s'adapter aux conditions les plus extrêmes, tout en maintenant des valeurs fondamentales de solidarité et de respect. Ici, la nature n'est absolument pas conquise, elle est respectée. Les habitants vivent en harmonie avec elle, utilisant les ressources naturelles de manière durable, tout en respectant les esprits des montagnes et les divinités. Pour les villageois, le monde moderne, avec ses technologies et ses conforts, est quelque chose de lointain et presque irréel. Leur réalité est construite autour des cycles naturels, du changement des saisons et des rituels ancestraux qui rythment leur quotidien. L'un des symboles les plus importants de la nature à Lunana est le yak. Cet animal, au cœur de la vie quotidienne du village, joue un rôle essentiel dans la survie des habitants. Le yak fournit du lait, de la laine, et sa bouse est utilisée comme combustible pour les foyers. Mais plus qu'un simple animal utilitaire, le yak est également un symbole spirituel. Les villageois le traitent avec un profond respect, presque comme un membre de la famille. Dans le film, le yak devient une métaphore puissante de la relation entre l'homme et la nature. Pour Yugen, qui vient d'un milieu urbain où la nature est souvent perçue comme un objet à contrôler ou à consommer, cette approche est déstabilisante. Il voit pour la première fois une communauté qui ne cherche pas à dominer la nature, mais à coexister avec elle. Les montagnes imposantes, les rivières glaciales, les forêts denses, tout semble respirer une force vivante. Pour les villageois, la nature est sacrée, non seulement parce qu'elle les nourrit, mais aussi parce qu'elle est habitée par des esprits. Avant de traverser certains cols montagneux, ils rendent hommage aux esprits des montagnes en déposant des pierres ou en faisant des offrandes. La nature, pour eux, est plus qu'un environnement physique. Elle est un guide, un enseignant, et parfois un adversaire redoutable qu'il faut honorer. Les montagnes, avec leur immensité et leur silence, deviennent pour Yugen une source de réflexion. Elles ne sont pas seulement des obstacles à franchir, elles sont des symboles de la grandeur de la vie, de son mystère et de sa complexité. L'un des personnages clés
qui incarne cette relation entre nature et spiritualité, et Saldon. Pour elle, le chant est une forme de prière, un moyen de communiquer avec les forces invisibles qui gouvernent la nature. Sa voix douce et mélodieuse devient un autre lien invisible entre l'homme et la nature. Saldon incarne cette idée que la musique et la nature sont intrinsèquement liées. Son chant presque mystique est une manière de rendre hommage à la nature et de la remercier pour ce qu'elle offre. Pour Huguen, qui voit la musique comme une expression personnelle et moderne, ce contraste est frappant. La musique de Saldon n'est pas faite pour divertir, ni pour atteindre une quelconque célébrité. Elle est une offrande, une connexion spirituelle avec les Yak. À travers Saldon, Huguen commence à comprendre que la musique, tout comme la vie, peut avoir une signification beaucoup plus profonde lorsqu'elle est en harmonie avec le monde naturel. Ce moment où ils chantent ensemble marque un tournant dans la relation d'Huguen avec la nature. Il découvre que la musique, loin d'être un moyen d'évasion, peut être un outil de connexion, un moyen de se lier à quelque chose de plus grand que soi. Saldon contraste avec tout ce qu'il connaît. Elle incarne la simplicité, la connexion avec la nature et un mode de vie profondément spirituel qui l'attire sans qu'il ne comprenne pleinement. Leur relation se construit sur des échanges silencieux, empreints de curiosité, les jeux de regard entre eux, ces sourires timides échangés autour d'une conversation, et ces moments où leurs mains ne savent plus vraiment se comporter normalement, laissent entrevoir la possibilité d'une romance qui aurait pu éclore si Huguen décidait de rester à Lunana. Saldon, avec son calme et sa sagesse, représente une ancre pour Huguen, une figure à la fois rassurante et mystérieuse. Elle chante pour les esprits des montagnes, mais ses mélodies semblent aussi s'adresser à Huguen en personne, comme un appel silencieux à quelque chose de plus profond, un lien qui va au-delà des mots, mais son désir de quitter le village l'empêche de s'engager pleinement. À Lunana, la classe d'Huguen, bien que petite et modeste, devient un lieu de transformation, non seulement pour les enfants, mais aussi pour Huguen. Chaque jour, il se tient devant ses élèves, et peu à peu, ce qu'il considérait d'abord comme une véritable corvée commence à prendre un sens plus profond. Bien sûr, Huguen transmet des connaissances académiques, mais les enfants, par leur joie de vivre et leur curiosité naturelle, lui enseignent quelque chose d'encore plus précieux. La valeur de l'engagement, la beauté de l'instant présent et l'importance de se connecter aux autres. Le fait que la classe soit si rudimentaire, presque vide, ne fait qu'amplifier cette dynamique. Il n'y a pas de distraction, pas de technologie moderne pour détourner l'attention, c'est un espace brut où les relations humaines prennent le dessus sur le matériel. Cette simplicité permet à Huguen de voir au-delà des apparences, de se concentrer sur l'essentiel. À travers ses élèves, il redécouvre la beauté de l'éducation, non pas comme un moyen d'acquérir un statut ou une reconnaissance sociale, comme il l'aurait imaginé à Timpu, mais comme un acte de partage et de connexion. Un moment clé dans la relation entre Huguen et ses élèves survient lorsqu'il sort sa guitare en classe pour la première fois. Pour les enfants de Lunana, la musique est une forme d'expression ancrée dans les traditions locales. Ce moment, bien que simple, devient un tournant dans l'histoire. Huguen, en partageant sa passion pour la musique avec ses élèves, trouve enfin un terrain d'entente avec eux. Ce n'est plus seulement l'enseignant venu de la ville pour leur apprendre des faits académiques, il devient un être humain, quelqu'un avec des rêves, des passions et une sensibilité qui résonne avec la leur. La musique qui au départ était une évasion de la réalité devient désormais un pont, un moyen de se connecter profondément avec ses élèves. Au fil du temps, Huguen, qui était arrivé à Lunana avec l'idée simplement de faire son temps, découvre que son rôle d'enseignant lui apporte bien plus qu'il ne l'aurait imaginé. Il commence à se rendre compte que l'éducation n'est pas un acte unilatéral. Il apprend autant de ses élèves qu'ils apprennent de lui. Chaque leçon, chaque interaction devient une opportunité de grandir, d'évoluer et de se reconnecter à des valeurs qu'il avait oubliées ou ignorées. Huguen, qui au départ pensait que l'enseignement le retenait prisonnier d'un devoir imposé, découvre que ce rôle est en réalité une porte ouverte vers une forme de liberté intérieure, une manière de redécouvrir ce qui est vraiment important dans la vie, autrement dit, les connexions humaines, le partage et l'acte de donner sans attendre en retour. Le parcours d'Huguen en tant qu'enseignant est aussi un parcours de réconciliation avec lui-même. En enseignant à ses enfants, il redécouvre la valeur du service aux autres, la joie de partager ses connaissances et la satisfaction d'aider quelqu'un à se rapprocher de ses rêves. Cette transformation est l'une des leçons clés du film. Le bonheur ne réside pas toujours dans la poursuite de nos propres ambitions, mais souvent dans la manière dont nous influençons positivement la vie des autres. En devenant un enseignant engagé, Huguen se libère de ses propres attentes et de ses illusions sur ce que signifie la réussite. Il découvre que parfois, la plus grande forme de réussite réside dans le fait de toucher l'avenir, non pas à travers des réalisations personnelles, mais à travers l'impact que l'on a sur les générations futures. Alors que l'hiver approche à Lunana et que son séjour touche à sa fin, Huguen reçoit la nouvelle que son visa pour l'Australie a été approuvé. Ce rêve qu'il a nourri pendant tant d'années est enfin à portée de main. Pour Huguen, l'Australie représente la liberté, la réussite et surtout la possibilité de vivre de sa passion pour la musique. Mais au moment où il reçoit cette nouvelle, quelque chose a changé. Ce village qu'il considérait comme une étape temporaire et un obstacle à ses ambitions a complètement bouleversé sa vision du bonheur.
les relations qu'il a tissées avec les enfants, la communauté et la nature l'ont transformé. Maintenant, il se retrouve face à un choix, partir réaliser son rêve en Australie ou rester dans ce village qu'il a changé profondément. Ce dilemme devient un moment crucial pour Huygens, un point où il doit confronter ses priorités et ses valeurs. Ce rêve d'émigration vers l'ailleurs est un thème récurrent dans la jeunesse moderne. Quitter ses racines pour poursuivre des ambitions personnelles dans un monde globalisé. Mais pour Huygens, ce rêve est maintenant teinté d'un sentiment d'hésitation. Lunana lui a montré une autre forme de réussite. Une qui n'est pas fondée sur la reconnaissance individuelle ou la gloire, mais sur la connexion aux autres et sur le service rendu à une communauté. Choisir de rester à Lunana signifierait renoncer à ses ambitions personnelles et accepter une vie de service, de modestie et de satisfaction intérieure. Ce choix, bien que lourd de conséquences, lui offrirait également une stabilité émotionnelle et spirituelle qu'il n'avait jamais trouvée auparavant. Lunana représente une forme de bonheur que beaucoup dans le monde moderne ont du mal à atteindre. Une vie remplie de sens, de communauté et de relations humaines authentiques. Pour Huygens, rester dans ce village serait un choix courageux, car cela signifierait renoncer à ses ambitions individuelles pour quelque chose de beaucoup plus grand que lui. Pourtant, il sait aussi que rester signifierait accepter des limites non seulement matérielles, mais aussi créatives. À Lunana, la vie est simple et belle, mais elle ne permettrait certainement pas à Huygens de poursuivre pleinement ses aspirations musicales. Ce dilemme met en lumière une tension universelle entre la quête de sens personnel et la recherche de l'accomplissement à travers les autres. Lunana est un lieu de sens profond, mais aussi de beaucoup de compromis. Finalement, Huygens décide de partir pour l'Australie. Ce choix, bien que difficile, est inévitable pour lui. Il comprend que malgré les leçons profondes qu'il a apprises à Lunana, il doit aussi écouter son propre désir de réaliser ses rêves personnels. Partir pour l'Australie ne signifie pas qu'il rejette tout ce qu'il a appris à Lunana, cela signifie plutôt qu'il a décidé de poursuivre son propre chemin, tout en emportant avec lui les enseignements de ce village isolé. Mais même en Australie, alors qu'il chante dans des bars, une partie de lui reste profondément attachée à Lunana. Les souvenirs de sa vie simple, des enfants qu'il a enseignés, et de la nature brute qui l'entourait continuent de l'habiter. Le départ d'Huygens pour l'Australie montre que la vie est faite de compromis. Après avoir trouvé un sens profond à Lunana, il reste pourtant attaché à ses rêves personnels de devenir chanteur. Mais ce départ est tout de même teinté de mélancolie. L'Australie, bien qu'elle lui permette de poursuivre sa carrière musicale, ne lui apporte pas la satisfaction qu'il espérait vraiment. Lorsqu'il joue dans un bar, son public est absorbé dans leur conversation, indifférent à sa musique. Huygens n'est qu'un bruit de fond, et il le ressent avec amertume. À ce moment-là, il sort de sa poche une vieille brochure de l'Australie qu'il avait précieusement gardée tout au long de son voyage. Dessus, il y avait écrit les paroles de la chanson de Saldon, ce chant qui résonne encore en lui. Il prend une profonde inspiration, et au lieu de jouer comme un artiste en quête de reconnaissance, il commence à chanter avec l'authenticité et la simplicité qu'il a appris à Lunana. Ce geste, presque instinctif, marque un retour à l'essence même de ce qu'il a appris. La musique, comme la vie, n'a de valeur que lorsqu'elle est partagée avec sincérité et humilité à l'image des habitants de Lunana. La musique d'Huygens, à ce stade de l'histoire, représente une forme de réconciliation totale entre ces deux vies. Alors qu'il a choisi de poursuivre son rêve en Australie, il ne peut pas échapper à l'influence de Lunana. Sa musique, auparavant marquée par un désir d'évasion et de liberté, devient maintenant une forme de réflexion sur son voyage intérieur. C'est un exemple parfait de la manière dont les expériences les plus profondes de la vie nous marquent de manière indélébile. L'école du bout du monde, c'est une réflexion profonde sur la nature du bonheur, sur ce qui nous définit en tant qu'individus et sur les compromis que nous faisons tout au long de notre vie. Le film nous montre qu'Huygens, comme beaucoup d'entre nous, vit entre deux mondes, celui de ses rêves et celui des réalités concrètes de la vie. À Lunana, il a découvert une autre forme de bonheur, une vie en communauté où l'éducation, le service aux autres et le respect pour la nature sont au cœur de l'existence. Mais en même temps, il est habité par un profond besoin de réaliser ses ambitions personnelles, de poursuivre sa carrière musicale et d'explorer un monde plus vaste que celui de Lunana. Cette dualité est l'un des thèmes centraux du film. Le bonheur tel qu'il est présenté n'est pas une destination fixe, mais un chemin parsemé de choix difficiles. Le film ne condamne pas le rêve d'Huygens de devenir chanteur, ni sa décision de partir en Australie, mais montre que même dans la poursuite de ses ambitions, il reste marqué par l'expérience de Lunana, car cet endroit a transformé sa vision du monde et de lui-même. Ce film nous rappelle que, quels que soient nos choix, nous emportons toujours avec nous les traces des expériences qui ont marqué notre âme. De plus, le choix d'Huygens de partir pour l'Australie n'est pas la fin de son histoire. En quittant Lunana, il emporte avec lui tout un bagage émotionnel et spirituel qui va influencer sa vie à jamais. Même s'il chante dans des bars, loin des montagnes majestueuses du Bhoutan, les leçons qu'il a apprises à Lunana résonneront dans sa musique, dans ses interactions avec les autres et dans sa manière de voir le monde. La fin de l'école du bout du monde n'est pas un aboutissement, mais une continuité. Le film ne nous offre pas vraiment de réponse définitive sur ce qu'est le bonheur, ou sur ce que signifie réussir sa vie, ni même sur le choix final d'Huygens. Peut-être a-t-il changé d'avis sur scène au moment de chanter et est reparti à Lunana. L'école du bout du monde
nous invite à un double voyage, à la fois extérieur et intérieur. À travers l'expérience d'Huguienne, nous questionnons la modernité et la quête de succès matériel face à une vie simple, connectée non pas aux écrans, mais à la nature et aux autres. Le film montre que souvent, ce que nous considérons comme des contraintes peut être une opportunité de transformation, révélant que le véritable bonheur réside dans les relations humaines et la connexion spirituelle avec le monde qui nous entoure. Dans un monde qui glorifie l'ambition individuelle, la technologie et la réussite matérielle, Lunana nous rappelle que le bonheur est souvent bien plus simple, mais paradoxalement plus difficile aussi à atteindre. Le film nous plonge dans un univers où le confort matériel est absent, mais où la vraie richesse réside dans les liens humains, la connexion à la nature et la capacité à trouver du sens dans la simplicité. À l'image d'Huguienne, qui au début rejetait avec impatience et irritation des rituels qu'il considérait complètement inutiles, mais qui finit à son retour par faire offrande aux divinités, nous aussi pouvons apprendre à embrasser ce que nous avions autrefois rejeté. Ce geste représente une ouverture, une réconciliation avec des valeurs plus profondes que celles façonnées par nos propres aspirations personnelles. Il y a des moments dans la vie où l'on se retrouve à contempler le chemin parcouru, les erreurs que l'on a commises, les occasions manquées et les rêves que l'on a abandonnés. Et pourtant, c'est en se confrontant à nos échecs et à nos hésitations que l'on découvre ce qui compte vraiment. Cherchons-nous la réussite ou la satisfaction intérieure? Est-ce que ce que nous poursuivons est réellement en harmonie avec qui nous sommes? La vérité est que parfois, ce que l'on fuit, nos racines, notre histoire, nos obligations, est précisément ce qui peut nous guider vers une vie plus riche de sens. C'est là que l'école du bout du monde nous touche, nous rappelant que dans la simplicité et la sincérité des gestes, dans l'humilité face à la grandeur du monde, on peut trouver une paix intérieure qu'aucune ambition extérieure ne peut égaler. Peut-être est-il alors temps pour nous aussi de repenser ce que nous cherchons vraiment, de nous pardonner nos erreurs passées et de tendre la main vers une existence plus authentique. Si cette analyse vous a touché, partagez vos réflexions en commentaire. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime, de vous abonner et pourquoi pas de partager cette vidéo pour continuer la discussion sur ce magnifique film. Et si vous ne l'avez pas encore regardé, il est temps de plonger dans ce voyage extraordinaire.